Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le jeudi 20 mars 2025, ça fait une semaine les gars que je n'ai pas fait de vidéo, mais là on a des choses intéressantes, surtout par rapport à la conférence de Jérôme Powell qui a été donnée hier. Rappelez-vous, c'est une conférence qui était vraiment attendue là, le 19 mars, donc hier soir, par rapport à qu'est-ce qu'il allait dire. Est-ce qu'il allait être plutôt rassurant? Est-ce qu'il allait être plutôt inquiet pour les marchés? Est-ce qu'il allait aussi changer les taux d'intérêt? Est-ce qu'ils allaient annoncer quelque chose pour la prochaine conférence au niveau du mois de mai par rapport au taux d'intérêt? Donc ouais, il y a beaucoup de choses à voir. Vous allez voir que dans l'ensemble, ça n'a pas été exceptionnel par rapport à ce qu'ils ont dit dans la conférence, mais les marchés ont plutôt bien réagi. On a eu un petit rebond qui s'est effectué. Alors c'est pas la folie, mais c'est quand même mieux que voilà, chuter plus fort, parce que ce qui est bien, c'est que le marché avait déjà grave anticipé en fait tout ça, et le marché est toujours dans l'anticipation de ce qui se passe et de ce qui va arriver surtout. Et du coup, souvent les marchés en fait vont anticiper le pire, et du coup là ils anticipaient vraiment le pire. Donc je pense qu'on avait une chute aussi qui était aussi grosse, et là le fait que ce soit pas aussi dramatique dans la conférence que ce que anticipait le marché, ça a fait qu'on a eu un petit rebond, que ce soit sur les S&P, le Nasdaq et aussi du coup les cryptos au passage. Donc vous allez voir que là on commence à gratter des niveaux clés, hein. Franchement les 85 importants, mais surtout les gars, réintégrer le range là au niveau des 90-92 000, c'est vraiment le niveau à passer. Et vous allez voir que ça va pas être facile, parce que juste en dessous des 90 000, vous allez voir les murs de vente qui sont positionnés, qui sont toujours d'actualité, qui sont toujours présents, et je vais vous montrer un peu lesquels je pense peuvent être absorbés et peuvent être des murs de vente, et lesquels peuvent être du spoofing, c'est-à-dire des faux ordres qui ont été mis en place pour un peu manipuler le marché. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer aussi mon trade qui est toujours en cours sur BTC. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai managé et voilà, qu'est-ce que je vais faire par la suite. Donc pas perdre de temps, on commence direct avec King Yong-Ju qui est bearish, qui parle de bear market. Ça sent pas bon. Alors King Yong-Ju, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un gars assez chaud qui est le CEO de CryptoCant, donc qui a tout un truc d'analyse de graphiques et de data, etc. Bon, et ce gars-là, c'est un gars que je suis quand même pas mal, et que je vous ai pas mal montré sur les dernières années, parce qu'il donne vraiment des analyses intéressantes. Mais c'est vrai que là, dernièrement, bon, il a un peu fait, je sais pas ce qu'il a fait, mais il y a un moment où il était très bullish, puis à un moment il est repassé bearish, puis il est repassé bullish, il est repassé bearish. Enfin, il a pas mal changé d'avis. Et il nous a donné plusieurs graphes, plusieurs data par rapport à vos faits qu'il soit bearish par rapport au marché. Et c'était surtout celui-là, moi, qui m'intéressait, le signal 365 EMA, qui combine plusieurs choses, donc MVRV, le SOPR et le Newpol. Et on voit que, en fait, il vient faire un top un peu comme on a vu dans le passé à chaque top de bull run. Et en fait, je voulais prendre cet indicateur-là aussi pour vous montrer que on peut trouver des indicateurs qui vont dans notre sens, que ce soit dans un sens et comme dans un autre. C'est ça qui est assez dur aujourd'hui, je trouve, avec le marché, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'indicateurs. C'est-à-dire qu'en 2007, c'était moins le cas. En 2021, c'était aussi moins le cas. On avait Glassnode. Moi, je vous montrais pas mal de Glassnode, mais on avait souvent tous les indicateurs qui allaient dans le même sens ou dans l'autre, mais on n'avait pas des milliers, enfin des centaines plutôt d'indicateurs qui se contredisaient. Et c'est vrai que là, c'est intéressant, parce qu'on peut retrouver à la fois des datas qui nous montrent qu'on n'est pas en fin de marché haussier, et des datas qui nous montrent plutôt qu'on est en fin de marché haussier. Et là où du coup ça fait toute la différence, c'est la façon de les interpréter. Surtout, retenir en fait les plus importants par rapport à la situation actuelle du marché. C'est vraiment ça qui je pense, intéressant. Bon, et là, du coup, en ce moment, qu'est-ce qu'il plane le plus au-dessus des marchés et de l'ambiance un peu morose qu'on a sur la finance, c'est la récession. Alors, la récession, c'est un grand mot pour parler de un état de marché qui est un peu compliqué, même très compliqué, et c'est un état économique que en général les gouvernements, même banques centrales, veulent éviter. Et c'était quelque chose déjà qu'on avait beaucoup entendu parler, rappelez-vous, en 2022, et on voit ici, regardez, la recherche du mot récession en fait, et c'est un peu comme la Google Trend au final avec Bitcoin sur Google, mais cette fois-ci c'est avec le mot récession, et on voit que, vous voyez, en 2022, ça fait exploser, parce qu'en fait on se rapprochait, les datas nous montraient qu'on pouvait se rapprocher d'une récession. Donc on avait la recherche qui explosait, ça a un petit peu explosé en août 2024, mais là aujourd'hui, c'est de nouveau en train d'exploser aussi haut que les points qu'on a eu en 2022. Donc c'est-à-dire que le marché dans sa globalité est dans la même dynamique de pensée, en se disant, voilà, on a une potentielle récession qui peut arriver, que ce qu'on a eu en 2022. Donc ça aide pas. Et je vous laisserai aller regarder un peu toutes les données qu'il met en dessous, et il nous dit pourquoi on pourrait être en récession avec toutes les données, chômage, etc., les marchés traditionnels. Moi personnellement, je pense pas du tout qu'on va partir en récession, parce que je pense que surtout en fait la Fed, ils vont tout faire pour pas que le marché parte en récession. Ils anticipent ça, que ce soit avec la baisse des taux d'intérêt, l'assouplissement quantitatif, donc on peut avoir au niveau du QE, le soutien aux banques et aux marchés financiers, et surtout essayer de bien contrôler l'inflation et d'anticiper ça. Après, c'est vrai qu'on a quelque chose, moi, par rapport à ça qui me fait un peu peur, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais en fait, on lui a demandé pourquoi, pour l'instant, il avait beaucoup de cash. Et je crois que c'est un des moments de sa vie où il a le plus de cash. Et du coup, plus de liquidité disponible, quoi. Et on lui a demandé pourquoi il ne rentrait pas sur les marchés. Il a expliqué que pour lui, il n'y avait pas forcément d'opportunités à saisir qui étaient vraiment intéressantes, sous-évaluées, et que du coup, il restait en cash et il attendait. Et c'est vrai que quand Warren Buffett dit ça, faut faire gaffe, parce que lui, en général, il a plutôt les bons timings, que ce soit au niveau
des phases de cycle dans l'économie et puis sur l'investissement des marchés, des actions, etc. Bon, même s'il n'est toujours pas sur Bitcoin et il a mis du temps à rentrer sur les valeurs technologiques, en général, il fait plutôt des bons moves. Et c'est vrai que là, le fait qu'il soit autant en cash, bah, ça fait un peu peur. Mais après, je vous rappelle, quand on part si par exemple on fait une récession ou une crise, ça prend du temps. Ça ne vient pas instantanément comme on a eu par exemple pour le Covid. Et ce qu'on peut regarder aussi par rapport à ça, c'est l'or qui est corrélé par rapport au BTC. Ça, c'est super intéressant. Regardez ce graphique. En gros, là, on a Bitcoin ici en orange, vous voyez, qui chute. Et en jaune, ici, on a l'or avec les marches traditionnelles aussi qui chutent avec Bitcoin, ouais, les S&P et le Nasdaq qui sont ici en rouge et en bleu. Et en fait, on voit la décorrélation qui s'est créée sur les derniers mois qui est assez folle. On voyait, vous voyez, les S&P, le Bitcoin, même le gold et le Nasdaq qui étaient assez corrélé, assez stable. Et puis là, on a vraiment eu le gold qui a commencé à partir en hausse et qui augmente de plus 14%. Alors que du côté des marchés traditionnels et de BTC, on est plutôt sur une chute de moins 4, moins 6% qui se décorrèle en fait du gold. Et là, en fait, après, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ou pas le BTC, dans son historique, a déjà été plus ou moins corrélé à l'or si on fait une moyenne en fait de tout ça. Et on s'aperçoit avec ce graphique, qui est aussi super intéressant, que le BTC a été plus de fois corrélé à l'or que décorrélé dans son historique global. En fait, en bleu, vous voyez, c'est les phases où le BTC était corrélé donc au gold, et en rouge, c'est les phases où il était décorrélé du coup au gold. Et on voit que en moyenne, quand on cumule tout, on a un pourcentage de corrélation, vous voyez, environ de 5%, c'est-à-dire que BTC a plus souvent été corrélé à l'or que décorrélé. Et la deuxième chose qui est importante à retenir, c'est est-ce qu'on va vers une corrélation qui est de plus en plus forte ou de moins en moins forte. Et en fait, on s'aperçoit que BTC devient de plus en plus corrélé avec le temps, avec l'or. Et plus on avance dans le temps, plus BTC suit un peu l'or. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à très long terme. Je vous avais déjà expliqué il y a quelques vidéos, mais c'est vraiment à très long terme. Ça, plusieurs dizaines d'années, le temps que BTC s'installe comme valeur refuge, mais oui, petit à petit, il va dans ce sens-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, à court terme, quand on regarde, le BTC reste quand même plus corrélé au marché traditionnel que à l'or. Et du coup, ce qui fait que quand vous avez l'or qui commence à monter, alors que vous avez les marchés traditionnels qui commencent à chuter, en général, c'est pas le meilleur des mouvements économiques, quoi. Bon, ensuite, quelques datas, quelques graphes par rapport à Twitter et le sentiment un peu de, pas de peur, mais ça s'y rapproche, de bearish. Donc, à quel point les gens sont baissiers et à quel point les gens sont haussiers. Et en fait, quand on corrèle ça sur un graphique par rapport à Twitter, ça nous donne ce graphe-là. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on a du coup toutes les phases en rouge qui sont en général, vous voyez, les phases de bottom quand on est en marché haussier. Mais par contre, là où c'est traître, c'est quand on a des phases de rouge, vous voyez, comme ici par exemple, là on se dit ok, on est dans le rouge, ça commence à être un bottom, du coup on va se relancer et en fait ça rebond pour s'enfoncer plus bas. Et en fait quand on part en bear market, en fait les phases rouges c'est tout le long du bear market. Et vous voyez par exemple acheter ici, ça serait un peu con par rapport au bear market qui suit derrière. Et là du coup de nouveau on rentre dans cette phase rouge. Et donc là le but de ça c'est vraiment de savoir est-ce qu'on a une phase rouge de correction comme là, ici, on est toujours en marché haussier, ou est-ce qu'on est dans le début de bear market où on est en phase rouge pour ensuite rebondir et chuter plus bas. Et là, on peut combiner un autre graphique, donc celui-là, qui est toujours en rapport avec Twitter, donc le sentiment qu'on a sur Twitter, et par rapport aussi aux news sur Twitter. Donc si c'est plus ou moins bearish ou du coup bullish, et en général, quand on est plutôt dans le vert, on est plutôt sur les tops, et en rouge, plutôt sur les bottoms. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est un peu plus précis, et lui, il nous montre à chaque fois que on revient dans le rouge, on est souvent sur une zone de bottom, et que les fois, en fait, on revenait ici, comme on a eu sur l'autre graphe, et cette fois-ci, on n'atteignait pas le rouge par rapport à l'oscillateur qui est ici. Et donc, vous voyez, les fois, on était en rouge, on était vraiment sur des zones, par ici, de bottom, et là, du coup, de nouveau, on revient dans cette phase. Donc, c'est intéressant, et ça montre que, pour l'instant, le sentiment bearish qu'on a sur Twitter, il est équivalent un peu à ce qu'on a eu quand on était ici, après la chute de été 2024. Bon, ensuite, on a les whales. Les whales aussi, vraiment intéressants pour regarder un peu si elles sont plutôt en phase d'accumulation, ou alors si elles sont plutôt en phase de vente. Et là, on s'aperçoit que sur les whales, alors ça dépend encore quelle catégorie de whales on prend, mais sur les whales qui détiennent BTC depuis plus d'1 an, on a une accumulation là qui se fait de moins 300K à plus 320K. Donc on a plus 320K de BTC qui sont accumulés de la part des whales, et on voit donc la dynamique d'accumulation là qui accélère. Et si on regarde un peu historiquement, regardez en 2021, c'était intéressant là aussi, parce que on a eu le pic des whales ici qui s'est fait quand on était au top du bull run, là, au premier top du bull run au niveau de avril-mai 2021. Et en fait, on a commencé à partir en décroissance au niveau des whales et à bien corriger de ce côté-là, et à faire un bottom au niveau du deuxième top du bull run qu'on avait ici. Donc on était vraiment sur une dynamique qui était baissière par rapport à ça. Pareil 2007, on voit que petit à petit, alors c'est moins flagrant, mais ça accumule de moins en moins jusqu'à arriver au bottom ici. Et là, pareil, et là, cette fois-ci, c'est pas le cas. Ça aussi, c'est intéressant, parce que ça veut dire que là, si on part en bear market, en fait, on aura beaucoup de whales du coup qui auront accumulé,
et qui vont se faire rect, quoi. Et ça, c'est pas forcément arrivé dans le passé. Et c'est vrai que là, c'est assez fou quand même de voir cette dynamique de whales qui continue d'augmenter, alors que le marché là, vous voyez, même à court terme, vous voyez, quand on zoome très fortement, vous voyez, regardez, on a le graphique ici plus bas, vous voyez, on voit l'accumulation des whales ici sur les derniers jours qui est assez conséquente depuis début mars, alors que le marché, lui, il a du mal à rebondir. Ça montre à quel point la pression vendeuse est forte, quoi, et la corrélation par rapport au marché traditionnel est forte aussi. Bon, plus à court terme, au niveau des data. Alors là, je vais vous le passer très rapidement. Regardez les data macro US, les gars, une semaine excellente. Vraiment, genre, c'était parfait. Les offres d'emploi, donc on est bon. Au niveau du CPI, bon, je vous laisserai regarder en détail si ça vous intéresse, mais oui, au niveau du CPI, YOY, MOM, le core YOY et le core MOM, donc celui qui est plutôt privilégié par la Fed, tout est bon, tout est validé, on est pile dans ce qui était en prévision. Pour le PPI, donc pareil, YOY, MOM et au niveau du corps, pareil, tout est validé, tout est bon, on est dans les prévisions qui étaient anticipées. Et au niveau de l'inscription au chômage, pareil, on est là aussi bon. Donc en fait, toutes les datas là qu'on a au niveau de la macro US, elles sont bonnes. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, deuxième chose qui était super important, c'était la conférence FOMC de Jerome Powell. Donc ce qu'il fallait regarder, c'était le maintien ou non des taux d'intérêt. Ensuite, les projections économiques. Et en troisième, le ton qu'allait porter Jerome Powell durant sa conférence. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Au niveau du maintien ou non des taux d'intérêt, directeur, la Fed, n'a pas donné en fait un signal clair sur une baisse prochaine. Donc, moi, ce que j'attendais et ce que j'ai expliqué, c'est que Jerome Powell laisse entendre le fait qu'il va y avoir une baisse des taux d'intérêt pour le mois de mai. Donc, pensant, ça n'a pas été dit clairement. Et il a même souligné qu'il voulait laisser maintenir les taux d'intérêt plus élevés, plus longtemps, en raison de la pression inflationniste qu'il y a. Donc ça, c'est pas forcément très bullish d'avoir dit ça. Ensuite, les projections économiques. Donc on a fait qu'il a révisé la croissance à la baisse. Donc ça peut être interprété plutôt bullish. Par contre, on a l'inflation projetée qui est en hausse, ce qui est ça, par contre, négatif pour les marchés. Et du coup, la Fed semble s'orienter vers un maintien des taux élevés sur une période prolongée, ce qui est ça, par contre, beaucoup plus bearish, parce que nous, on veut en fait des taux qui soient baissés, et eux, ils disent qu'ils vont plutôt les maintenir élevés. Et le ton qu'a adopté Jerome Powell, il était plutôt prudent. Il mettait en garde contre les risques d'inflation, et il n'a pas envoyé de signal clair sur une détente monétaire rapide, ce qui aurait pu être bullish, du coup, ce qui n'est pas le cas. Donc, on se dit, bon, dans l'ensemble, c'est pas ouf. Dans l'ensemble, c'est pas ouf, c'est plutôt bearish si on prend son discours dans sa globalité. Mais comment ça se fait qu'on a eu un rebond? Et en fait, ce que j'explique ici, même si le FOMC était globalement bearish, le marché crypto a pu réagir positivement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu des attentes de baisse de taux à moyen terme. On a eu un discours moins strict que ce qui était prévu. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le marché, il anticipe souvent le pire. Il va souvent anticiper le pire des scénarios. Et du coup, il va corriger fort, comme on a eu ces derniers temps, par rapport à le pire que ce qu'on pourrait avoir durant la conférence. Et finalement, bon, c'était pas ouf, hein, mais c'était pas aussi pire que ce qu'avait anticipé le marché. Donc c'est pour ça qu'on a eu aussi un effet de rebond. On a aussi un effet de liquidation de short, donc ça, on va le voir après. Et on a eu du coup le rebond aussi du marché traditionnel qui a fait que ça a emporté aussi les cryptos au niveau de la hausse. Bon, si on regarde un peu à court terme, ce que j'ai expliqué dans mon tweet là, dans la dernière vidéo, j'ai dit fallait bien regarder la Fed et que j'espérais que Powell allait parler du fait qu'au mois de mai, ils allaient baisser les taux, mais finalement, bon, c'est pas vraiment le cas. J'avais parlé aussi de la liquidité, donc au niveau de la M2, donc ça c'est toujours d'actualité, le DYCX, donc le dollar qui descend, et sur BTC à court terme, on avait pas mal de choses, on avait la divergence, les gaps CME qu'on venait de combler, les murs d'achat qui étaient en dessous de nous, le moins 30% qui était assez correct pour la correction, et la Bitcoin dominance aussi qui reste quand même très très haute. Et là, du coup, on voit pour l'instant, alors on m'a dit que la divergence haussière pouvait pas être valide par rapport au fait qu'on avait le top du milieu ici qui était passé au-dessus du niveau des 50, donc de la zone médiane, enfin la zone neutre plutôt. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vu, celle-là. Et c'est vrai qu'en général, en fait, quand vous avez une divergence baissière de style, donc vous avez le cours qui descend, le RS qui monte, c'est plutôt bullish. Mais si vous avez le pic entre les deux qui monte dans la zone neutre ici des 50, en général, c'est une divergence qui est invalide. Bon, personnellement, comme je l'ai montré dans la vidéo, je me suis quand même positionné sur les 82 000, donc je vais vous montrer après où est-ce que ça en est. Ce qu'il faut regarder là à court terme, et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est les murs de vente qu'on a juste au-dessus de nous, entre les 88 000 et 90 000. Et vous allez voir que celui qui est ici, il est énorme, mais je pense que c'est le spoofing, on va les voir après. Bon, au niveau de mon trade, qu'est-ce que ça a donné? Du coup, j'ai pu ajouter de la position sur mon trade, et je parlais du fait de même augmenter mon stop loss au-dessus en fait de mon entrée. Donc je vais vous montrer directement sur Femex, ce sera plus rapide. En gros, vous voyez, de base, j'avais une position qui était moins grosse de 0,4 BTC, j'ai pu la monter à 1,2 BTC progressivement, vous voyez, en rentrant ici, pour moyenner un peu mon prix d'achat au niveau de la baisse, mais bon, c'était un peu compliqué, donc j'ai quand même un prix d'entrée qui a 82 000 $, avec pour l'instant, vous voyez, 4 000 $ de profit, donc c'est pas encore la folie par rapport à ce que je vise. Mais là, du coup, j'étais vraiment dans un dilemme à court terme. Alors, je sais pas si vous êtes positionné sur BTC ou pas, mais je pense que vous avez le même dilemme que moi, c'est est-ce qu'on monte son stop loss au-dessus de son entrée? Parce qu'en fait, là, le truc, c'est, moi, de base, je voulais laisser mon stop loss en dessous des 70 000 $ et jouer, en fait, le fait qu'on va chercher un bottom plus bas
pour ensuite voilà, repartir en temps haussière. Mais par rapport aux dernières données là qu'on a par rapport à la Fed, etc., je vois pas comment le marché pourrait chuter plus bas et ensuite repartir en hausse. Ou alors il faudrait vraiment une news entre-temps qui arrive qui est énorme. Et en fait pour moi, soit on part tout de suite au niveau de la hausse et on va voilà, on va aller chercher les 92 000, on réintègre le range et on va chercher 120 000, etc. Et puis on monte comme ça. Soit en fait, si on fait un rebond là et on chute plus bas, bah, on part pour une correction qui est bien plus grosse, peut-être un bear market ou peut-être un entre-deux, on va pas chercher un bear market, mais une correction qui peut durer un peu comme on a vu ici, où ça dure genre 8 mois et c'est bien chiant, bien lent, le temps que ça reparte d'ici septembre, avec une baisse des taux plus intéressante, etc. Mais du coup, j'ai plus envie de jouer le fait que voilà, on peut venir ici et ensuite on rebondit. Ça, je pense pas que ça arrivera. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de monter mon stop loss, vous voyez, juste là, au niveau des 82 200. Au moins, si jamais le cours, il valide ce scénario, vous voyez, où on monte de cette façon, et ben là, je laisse mon trade courir, et moi, je pourrais le stopper beaucoup plus haut. Et si je vois que on se fait retourner, ouais, on fait un rebond, et on retourne la tendance et on repart à la baisse, moi, je me ferai stop loss, et en fait, on ira chercher beaucoup plus bas. Donc voilà, c'est ce que je vise là sur mon trade. En tous les cas, soit je sors BE, je perds rien, soit je vais essayer d'aller chercher du 25-34 PNL si on remonte au-delà des 95 000. Et après, dans le cas, en fait, où on va faire un plus bas, et du coup, on commence à rejeter, bah là, par contre, je me mettrai en mode short, parce que je pense que voilà, on pourrait aller chercher encore plus bas. Donc voilà, si tout ça vous intéresse aussi, je vous mettrai les liens en description pour tester le trading. Je vous mettrai Femex avec les bonus qui vont avec à l'inscription. Si jamais ça vous intéresse, je peux aussi vous faire un tuto sur Femex complet, parce que j'ai déjà fait sur Bitget. Alors Bitget il est plus, mais sur ZoomX, Bluefin, et je peux vous faire du coup là sur Femex. Dites-moi si ça vous intéresse. Allez, on passe sur les datas. Je vais vous montrer déjà la heatmap liquidation, qui est intéressante parce que ouais, en court terme, là, sur les dernières heures, on a fait un short squeeze là, au niveau des 87 000 $. Vous voyez, on est monté en flèche avec aussi la news, enfin la conférence qu'on a eue au niveau de Jérôme Powell. Et on est venu liquider tous les shorts qu'on avait ici, qui étaient quand même là depuis longtemps, ouais, et qui s'accumulaient à cette zone. Et là, on est venu, boum, faire un gros short squeeze pour ensuite redescendre tranquille. Bon, là, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on n'a pas forcément de liquidation à aller chercher au nord et un peu plus au sud, donc faire gaffe à ça. Oh, sinon, ce qui est vraiment important, voilà, c'est ça, c'est les ordres d'achat et de vente qu'on a. Donc, ouais, au niveau des 70 000, c'est toujours aussi compact. Genre vraiment là, c'est abusé. On va être entre les 70 000 et les 80 000. On a vraiment full ordre d'achat qui sont positionnés. Alors, c'est pas des gros ordres d'achat, mais vous voyez, tous les 500 $, là, même les 100 $, on a des ordres qui sont positionnés. Et du coup, tout ça combiné fait que si le marché, en fait, vient, comme d'habitude, hein, s'il vient dans un sens comme dans un autre, vous voyez, se rapprocher, on va avoir de plus en plus d'ordres qui vont être posés. Et du coup, on va avoir un mur qui va être encore plus gros. Bon, ce qui nous intéresse plus à court terme, là, c'est ce qu'il y a juste au-dessus de notre tête. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un ordre de vente qui est positionné ici, vous voyez, avec 274 BTC. Et ouais, on s'est stoppé pile avec la mèche au niveau du short squeeze, vous voyez, pile ici, et on n'a pas pu absorber un seul, enfin on a absorbé, ouais, on est passé de 74, 287, mais on n'a pas pu absorber un seul BTC à ce niveau-là. Et on s'est direct fait rejeter, quoi. Ça montre à quel point là, ces murs d'achat sont une résistance. Des BTCB sont absorbés à la vente, donc ça crée une pression ondeuse, mais c'est aussi une résistance psychologique quand les gens voient ça. En se disant, putain, il y a ce niveau-là qui va être dur à passer, du coup, vas-y, je vends avant. Et du coup, ça fait une résistance psychologique qui fait que ça chute. Bon, et surtout, voilà, au-dessus de nous, donc on a lui, on a aussi celui-là, ouais, qui est un peu moins important à 200 BTC, mais qui fera surveiller les 90 000 parce qu'il risque d'être rechargé si le cours monte. Mais surtout, celui-là, regardez, 740 BTC, c'est énorme. Vraiment, sur les 89 000 $, qui n'est pas non plus un niveau genre hyper important. C'est-à-dire, c'est pas un chiffre rond comme les 89 000. 89 000, même 183. Donc, oui, ça n'a pas vraiment de signification. 89 100 plutôt. Et on a 740 BTC. C'est juste énorme. Et ça, par contre, je pense, c'est du spoofing. C'est-à-dire que c'est un faux ordre qui a été placé souvent, c'est par les exchanges. Donc, ça va être sûrement un ordre qui est passé par les exchanges pour manipuler un peu l'inconscient collectif en disant, voilà, il y a un gros ordre de vente, alors qu'en fait, c'est pas le cas et il l'enlève juste avant que ce soit absorbé. Donc à voir comment ça réagit, mais ce sera intéressant, je pense, à suivre. Bon, sur BTC, rapidement, j'ai laissé quand même la divergence, même si elle n'est pas valide par rapport à ce point-là. Dans le passé, j'en ai déjà vu en fait se valider de cette façon. Regardez, par exemple, on avait celle-là. Alors vous voyez, on avait bien respecté le fait de ne pas revenir au niveau de la zone neutre. Mais là, par exemple, bon, on peut en trouver plusieurs, mais par exemple, j'en ai une ici, vous voyez, hop, ça descend ici. Là, on monte au niveau du RSI et pourtant, vous voyez, on vient chercher au-dessus de la zone neutre et la divergence a été validée derrière. Donc, on a des contre-exemples. C'est pour ça que pour l'instant, moi, celle-là, je la laisse et je joue la carte de la sécurité de avoir mon stop loss ici. Au moins, si vous voyez, on part en tendance haussière, je pense pas qu'on viendra chercher mon stop loss pour ensuite monter, ce serait pas de chance. Et si jamais, voilà, on fait un rebond, en fait, on est toujours en tendance baissière, vous voyez, parce que là, on rebondit, tac, tac. Là, on rebondit de nouveau et on peut toujours rechuter plus fort. Et là, au moins, je sors de mon trade et derrière, je me mets à shorter parce que là, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que à chaque rebond, vous voyez, on va chercher plus bas que le plus bas précédent. Hein. C'est logique d'une tendance baissière. Et du coup, si là, en fait, on vient rebondir
pour chuter plus fort, vous pouvez être sûr que le prochain plus bas, vous voyez, il sera à peu près dans cette zone. Il sera à peu près vers les 70 000, les 73 000 $. Donc on aura la marge pour encore descendre. Bon, un peu plus à court terme, regardez en daily, on a le ruban, super intéressant. Alors le ruban là, il va pas être facile à passer, ouais, parce que déjà, quand on a vu la news de Trump, bah, on était venu dedans, on s'est fait rejeter, on était revenu dedans, on s'est refait rejeter, et là de nouveau on vient dedans, et ouais, on a un ruban qui est bien large, donc plus difficile à passer. Et là, vous voyez, vraiment, il nous marque aussi la zone des 90 000, c'est-à-dire que la zone clé pour changer de dynamique sur BTC, c'est la zone ici qu'on a des 90 000, 92 000. Si on arrive à s'installer dans cette zone au niveau des clôtures daily, c'est pas quasi gagné, parce qu'on a toujours la corrélation avec les marchés traditionnels qui va jouer, mais ce sera hyper encourageant comme structure de retournement, parce qu'on aura vraiment une structure, vous voyez, où on a un premier creux, voilà, le deuxième creux, là on pourrait faire un deuxième comme ça, et ensuite boum, là on a vraiment une belle structure de retournement, avec le fait qu'on s'installe au-dessus du ruban, on réintègre le range, et là en fait on part dans une dynamique haussière. Mais pour l'instant, voilà, on n'est pas du tout là-dedans, hein, et on est vraiment dans la bataille de ce retournement. Et pour l'instant, voilà, il n'y a rien de validé par rapport à ça. Et là aussi, si on passe en weekly cette fois-ci avec le ruban, vous voyez, on a toujours donc le maintien de ce ruban-là que je regarde attentivement. Rappelez-moi en 2017, à chaque fois qu'on revient dessus, on venait s'appuyer dessus sans jamais passer en dessous. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour l'instant, on est venu, vous voyez, à chaque fois dessus, on n'est jamais repassé en dessous. Et là, en fait, on est toujours dedans. Et si on vient, vous voyez, faire un rebond, comme j'expliquais avant, et boum, venir chuter beaucoup plus bas, vers les 73 000, on pourrait faire une clôture weekly en dessous du ruban, et là en fait on changerait de dynamique par rapport à ça, et on passerait dans une dynamique baissière, donc là il faudra faire très très gaffe. Mais pour l'instant, voilà, là aussi on n'y est pas. Bon, voilà un peu pour tout ça. Au niveau des gaps CME, on est venu combler du coup le gap qu'on avait, rappelez-vous on avait un gap à la hausse à aller chercher qui était juste là, du coup on est venu le combler. Et ça aussi, bon, c'était une bonne chose à court terme, d'avoir un gap au-dessus de nous, parce que ça nous poussait à aller combler ce gap. Mais maintenant qu'on l'a comblé, on n'a plus de gap à aller combler au-dessus. Donc on peut très bien avoir monté, ouais, aller chercher le rebond pour combler le gap, pour ensuite on va rechuter. La Bitcoin dominance est toujours aussi haute. On a toujours aussi cette divergence baissière là en weekly, vous voyez, avec le risque qui descend, le cours qui monte. Mais là, on est très très haut, quoi. Bitcoin dominance, vous voyez, on a 62%. On n'a jamais été aussi haut par rapport au cycle là qu'on a lancé depuis 2022. Et c'est vrai que tout est possible. Encore une fois, on peut partir en marché haussier, en marché baissier dans n'importe quelle circonstance. Et c'est pas parce que on a eu cette circonstance-là de se dire, bah, on a la queue saison qui arrive et ensuite on a un marché baissier, qu'on peut pas faire un marché baissier tant que la queue saison n'est pas finie. Mais c'est vrai que c'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Si là on part en marché baissier alors qu'on a une Bitcoin dominance qui est toujours aussi haute, c'est assez ouf. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer, parce que ça veut dire que quand on part en général en marché baissier, bah, Bitcoin récupère sa dominance. Ouais, on le voit par exemple ici, ouais, en 2022, quand on a eu le bear market ici en 2022, vous voyez, progressivement, la Bitcoin dominance a arrêté de descendre, on était dans un range, puis progressivement, voilà, c'est remonté. Pareil ici, vous voyez, en 2018, quand on est parti en bear market, la Bitcoin dominance, elle est remontée. Donc ça veut dire que si là on part en bear market maintenant, c'est-à-dire que la Bitcoin dominance va continuer à remonter, je sais pas jusqu'où elle va monter, mais du coup, on aura vraiment peut-être un changement de paradigme où en fait toute la liquidité se verse sur uniquement Bitcoin et les altcoins sont de plus en plus mis de côté, alors qu'avant, les altcoins prenaient de plus en plus de place. C'est pas impossible, hein, mais c'est vrai que c'est pas personnellement ce que je privilégie et c'est pas ce que je trouve le plus probable. Bon, sinon, au niveau des marchés tradis, ça du côté tatatak, donc déjà du dollar. Ouais, le dollar, on est toujours dans une dynamique là qui est baissière à court moyen terme sur les dernières semaines, donc ça c'est une bonne chose. On a les marchés traditionnels qui sont vraiment vraiment importants. Rappelez-vous, j'avais parlé de ces clôtures weekly qu'il fallait vraiment surveiller par rapport au fait que si on passait en dessous, on partait dans une dynamique donc qui cassait l'ancien plus bas de la clôture weekly qu'on avait, et donc on cassait ces dynamiques haussières qu'on a depuis ici, et donc on pourrait partir dans un mouvement beaucoup plus baissier qu'on a eu ici et qui dure plus longtemps. Et là pour l'instant, vous voyez, on a eu un premier petit rebond qui s'est fait. Alors c'est vraiment petit, hein, vous voyez, en daily on a ce rebond là. Maintenant ce qui est important, c'est d'avoir donc un retournement de structure. Donc ça veut dire que c'est souvent ce qu'on fait sur BTC, hein, vous voyez, un premier rebond, un deuxième de cette façon, par exemple un W, et boum, on repart. Mais c'est vrai que lui, le S&P ou même Nasdaq, il faut souvent des V-bottom. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est souvent le cas sur ce marché-là. Donc souvent, vous voyez, on va faire un V-bottom. Ouais, pareil, V-bottom, V-bottom, etc. V-bottom, 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 V-bottom. Et du coup, là, le but serait de faire pareil que ce qu'on a eu l'habitude de le faire dans le passé. Et pour le Nasdaq, c'est la même chose, hein, il suit de près l'S&P. Donc là, on a enfin, vous voyez, un premier rebond depuis la chute qu'on a depuis plusieurs jours. Mais ça peut très bien être un petit rebond qui vient s'enfoncer plus bas. Ouais, comme par exemple, on a eu ici, où un petit rebond, boum. Donc là, le but, c'est vraiment de valider ça pour remonter. Et ça, de toute façon, on le saura durant les prochaines semaines. Ah oui, tiens, avant de finir avec le commentaire du jour, je voulais changer un peu l'ordre de la structure de la vidéo. Alors, d'habitude, dans la vidéo, je vous mets les news sur Twitter, les news qu'il y a et je sais pas, ce que je dois passer sur Twitter, je vous le mets en début de vidéo. Et ensuite, je passe sur Twitter, je passe plus sur les graphes, sur les datas, sur BTC, et ensuite sur les datas de BTC, puis sur TradingView, et ensuite commentaire du jour. Est-ce que ça pourrait être plus intéressant pour vous? Donc ça, c'est à vous de me dire en commentaire, mais ça pourrait être pas mal. Ou, comme j'ai fait dans cette vidéo, dès que je lance Twitter au début, je rentre direct dans les graphes, direct dans les datas, direct sur BTC à court terme,
au moins, genre, vous avez le plus intéressant dès le début. Et ensuite, tout ce qui est news et tout ce qui est en dehors de l'analyse court terme sur les marchés, je le mets avant le commentaire du jour, en fin de vidéo. Et du coup, là, par exemple, j'ai 2 tweets à passer sur des altcoins, enfin sur les tokens qui ont explosé, ou alors sur des news, qui pour l'instant n'est pas le cas, mais peut-être dans de prochaines vidéos. Et du coup, je les passe plus à ce moment parce qu'elles sont moins intéressantes, donc plus à les mettre en fin de vidéo. Dites-moi si vous préférez de cette façon-là, ou comme si vous préférez comme avant. Mais du coup, là, ouais, c'est le BMT. Regardez, BMT, les gars, incroyable. Je suis rentré sur cette private il y a peut-être 1 mois ou 2, et c'est après de Bubble Maps. Donc gros projet là, vous voyez, Bubble Maps qui font tous les retracements des transactions là au niveau de la blockchain. Et du coup, ils ont annoncé que leur token était listé sur Binance et du coup, il a pété. Et ouais, c'est l'un des rares tokens, les gars, où je suis en profit sur un private sale, quoi. Ça fait plaisir. x10 depuis mon prix en private. Alors après, voilà, j'ai un blocage de tokens, etc., qui assure sur une dizaine de mois. Mais c'est rare, c'est super rare en ce moment. Genre, il y a quasi 0 listing qui se fait par rapport au marché qui est dégueulasse. Et les peu de listings qui se font, à chaque fois, ils se font exploser, quoi. Et à chaque fois, par exemple, on a eu le Mouette, là, le Mate, j'ai eu plein de listings qui s'est fait entre temps. À chaque fois, je me fais plumer parce qu'à chaque fois, en fait, on n'a pas d'équité et le marché, il dump de fou. Et là, pour une fois, BMT x10, ça fait plaisir. Et on a aussi un autre projet qui, je pense, va être intéressant et qui peut faire comme le BMT, là, un joli x10 au listing. C'est grave faisable. C'est Zero G Labs. J'en ai déjà parlé, mais Zero G Labs, là, ils ont annoncé d'ailleurs leur economics. Ouais, ils ont 56% pour la croissance de la communauté de l'écosystème, 31% pour l'écosystème, 15% pour les nœuds d'alignement de l'IA et quasiment 10% pour les récompenses communautaires. Et en fait, du coup, ils ont mis une tokenomics qui est vraiment en faveur de la communauté. Et je pense que ça peut être intéressant pour un token. Donc, ouais, franchement, il n'y a pas d'autres projets que je regarde trop là en termes de listing, en termes de launch durant les prochains mois, à part Zero G Labs là, et le BMT que j'attendais, qui a bien marché. Franchement, le reste, franchement, il y a peu de chances que ça marche. Et ça fout le seum parce que, ouais, là, par exemple, BMT de Bubble Maps, il a fait x10. Mais les gars, x10 alors qu'il y a eu l'annonce d'un listing Binance. Et le projet derrière, il est ultra solide. Donc ça montre à quel point le marché, c'est dur, quoi. Parce que x10, c'est énorme. Mais on aurait été en bull run, on aurait été en marché haussier. Là, je peux vous dire que BMT, il n'aurait pas fait x10, il aurait fait genre x30, x40 par rapport à ce listing sur Binance et par rapport au projet qui est derrière. Et du coup, ça montre à quel point c'est dur, quoi. Et pour avoir un token qui performe à son lancement, il faut vraiment un truc solide derrière. Sinon, c'est un peu mort. Donc voilà, je finis avec le commentaire du jour de Looney qui nous dit les personnes qui viennent de voir la vidéo de Yann Darwin et qui viennent se rassurer ici. Ah, tu m'as bien fait rire en me disant ça. Bah ouais, Yann Darwin a fait pas mal de bruit là, que ce soit sur Twitter ou YouTube, parce que il sort pas des vidéos souvent, il sort peut-être une vidéo tous les 3-4 mois, un truc comme ça. Et en général, il fait des gros points en fait sur la crypto pour des points de 1 heure, 1 heure et demie, pour donner son avis sur le marché, quelle direction il va plus ou moins prendre, mais sur pas une perspective court terme, mais plus une perspective moyen terme sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais plutôt sur plusieurs mois, je dirais. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a fait une vidéo où il est carrément bearish, quoi. Où il dit que à 70%, il pense que le marché va partir en bear market et partir en marché baissier, quoi. On est juste dans des rebonds d'une tendance baissière et on va faire que chuter. Alors, c'est intéressant. Moi, je suis allé voir sa vidéo, je trouve que c'est intéressant, mais il donne des points intéressants. Après, il y a d'autres points où il parle, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit, et il a sûrement un recul sur l'économie globale, sur les marchés traditionnels, qui est plus importante que la mienne. Par contre, je pense que j'ai plus d'expérience que lui dans les cryptos. Mais ce qu'il faut surtout retenir en fait de ça, c'est à quel profil il va s'intéresser, à quel profil il va parler. Et ça, c'est vraiment important, très important à comprendre. C'est-à-dire que lui, Yann Darwin, son but, c'est donc d'aller chercher un multiplicateur assez normal dans la crypto, élevé dans l'investissement en général, mais qui est assez normal dans la crypto, sans prendre trop de risques. Ça, lui, c'est vraiment son profil d'investisseur. C'est-à-dire qu'il va aller essayer de chercher un x5, x10, alors même pas, hein, je pense qu'il est plutôt sur x3, x5 en bull run, et être sûr à 80-90% de pouvoir sortir de ce multiplicateur-là et de pouvoir cash out. Ça, voilà, c'est son profil. Mais ce profil-là ne va pas forcément aller avec ce que vous visez. Moi, par exemple, si j'avais suivi Yann Darwin en 2021, j'aurais pas du tout eu le capital que j'ai aujourd'hui. Ça m'aurait pas allé, en fait, parce que j'avais un capital qui était moins élevé, j'avais un capital qui était d'environ 10 000 $, et avec 10 000 $, si j'avais suivi un peu sa strat, j'aurais peut-être pu aller chercher 50 000, 100 000, mais j'aurais pu faire difficilement au-dessus. Par contre, avec ma strat que moi j'avais mis en 2021, j'ai pu monter à plus d'1 million, mais parce que j'avais une stratégie qui était beaucoup plus agressive, beaucoup plus dure. Et derrière, j'ai perdu beaucoup plus aussi en bear market, mais au final, quand on regarde au bottom du bear market, je me suis retrouvé avec beaucoup plus de capital que ce que j'aurais pu avoir en suivant une stratégie comme celle de Yann Darwin. Et là, en fait, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'optique un peu comme Yann Darwin, d'avoir un plus gros capital, vouloir prendre moins de risques
mais du coup faire moins de performance, bah, ça va être plus intéressant de faire plus ou moins comme il fait, de pas trop se positionner sur les altcoins, de pas aller chercher de l'effet de levier et de sortir sur voilà, des gros mouvements. On essaye pas de sortir voilà, beaucoup plus proche des tops, mais beaucoup plus sur la croissance globale du bull run, où en fait on rentre progressivement sur des mouvements qui durent voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais pas plus proche que ça. Et par contre, si vous choisissez ce profil d'investissement-là, bah, vous pourrez pas aller chercher voilà, des asymétries de performance sur votre capital de x20, x50, x100. Mais derrière, vous avez aussi un risque qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire aller chercher des asymétries de multiplicateurs comme moi je fais sur mon capital, et ben, ça me fait gagner énormément, mais derrière, j'ai aussi plus de risques. Et là, on l'a vu récemment avec la correction qu'on a eue. Et donc ça, après, c'est à vous de le choisir personnellement par rapport à votre profil. Moi, personnellement, je trouve qu'avec un capital de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, c'est plus intéressant d'aller chercher cette asymétrie de capital en allant chercher des plus petites cryptos et en allant chercher plus de risques pour avoir un meilleur rendement. D'autres disent l'inverse. Après, moi, personnellement, ça m'a vraiment bien réussi en 2021 de faire cette strat-là. Mais petit à petit, comme j'expliquais dans la vidéo, je vais aussi investir dans l'immobilier, je vais me diversifier ailleurs pour pas tout miser sur cette strat-là dans les cryptos qui reste quand même assez risqué. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est quand même une assez grosse vidéo. J'essaie de bien la travailler pour qu'elle soit assez claire et bien comprise. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à passer en inscription pour Femex. Je vous ferai sûrement des cadeaux bonus où je vous enverrai en fait des petites sommes. Ça, c'est un truc que j'ai pensé où je me disais à chaque fin de vidéo, en commentaire du jour, vous mettez votre UID par exemple Femex, mais pas beaucoup, mais genre un petit billet, je sais pas, de 20, 30, 50 balles, suivant le gain que je fais en trading, pour que vous commencez en fait à tester ça avec voilà, comme un bonus et pas comme l'argent que vous mettez de vous-même. Et là, je suis en train aussi de voir avec Femex pour vous faire un giveaway sur Twitter, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Moi, je dis à plus. Ciao!